Nous sommes à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ et l'Empire romain est déjà en plein déclin. En Chine, au contraire, dans le désert de Gobi à l'ouest du pays, on est en train de façonner ce qui deviendra le plus grand site de grottes sanctuaires du monde, un processus qui durera 1000 ans. Aujourd'hui, les grottes de Mogao à Dunhuang sont en effet considérées comme l'une des plus importantes réalisations de l'art bouddhique, d'où un afflux incessant de touristes et d'archéologues depuis leur découverte il y a un peu plus d'un siècle. Voici Monsieur Neville Agnew, cet éminent expert en restauration du patrimoine qui vient de Getty Conservation Institute, travaille sur les grottes de Mogao depuis la fin des années 1980. Le peuple et le gouvernement chinois accordent une très grande valeur aux grottes de Mogao, les considérant même comme le plus important patrimoine culturel de Chine. En 1987, les grottes de Mogao furent inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, devenant par là même l'un des premiers sites chinois à y figurer. L'organisme en charge de la préservation des grottes de Mogao est l'Académie de Dunhuang. Neville Agnew débuta sa collaboration peu après la reconnaissance du site par l'UNESCO. En pratiquement 3 décennies de travail en commun, ce scientifique américain et l'Académie de Dunhuang ont accompli des progrès significatifs dans plusieurs domaines clés de la préservation du site: la lutte contre le sable, la conservation des fresques murales et la gestion du tourisme. J'étais venu ici avec un collègue du Getty Institute pour estimer les possibilités de collaboration avec l'Académie de Dunhuang, mais aussi plus largement en Chine. En fait, à cette époque, le représentant de l'UNESCO en Chine avait sollicité notre venue ici pour voir s'il y avait des opportunités de collaboration. Juste un an avant, les grottes de Mogao avaient été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Fan Tianshi est l'ancienne directrice adjointe de l'Académie. À l'époque, elle fut enthousiasmée des nouvelles idées qu'apportaient Neville Agnew et ses collègues. J'ai rencontré M. Agnew il y a 27 ans et cela fait 26 ans que nous travaillons ensemble. Je me souviens encore de ce qu'il m'avait dit à l'époque. Ce dont vous avez besoin en Chine, c'est de la gestion. On pense que le premier sanctuaire excavé de Dunhuang date de la seconde partie du IVe siècle. D'après une légende, c'est en effet à cet endroit que le moine Yuezun avait eu la vision de la lumière de Bouddha, un miracle qu'il décida de commémorer en excavant un sanctuaire dans le flanc de la falaise. Les grottes de Mogao se situent au sud-est de Dunhuang, une cité qui était alors pour le bouddhisme une porte d'entrée vers l'intérieur de la Chine. Des preuves matérielles de ce bouddhisme des premiers temps ont été retrouvées dans toute la région. À la fin du IVe siècle, Dunhuang était un important carrefour commercial sur la route de la soie. Le climat de Dunhuang se caractérise par un air sec et de rares précipitations. Et même si cette aridité est favorable à la conservation des peintures murales, elle n'est pourtant pas sans danger. Le sable, qui est naturellement associé à ce type de climat, fut le plus gros problème auquel dut faire face Neville Agnew lorsqu'il arriva aux grottes de Mogao. D'ailleurs, il se souvient très bien à quel point le sable donnait du fil à retordre aux experts de l'Académie de Dunhuang. Nous sommes ici en haut de la falaise, en face du plateau et au-dessus des grottes de Mogao. Là-bas, ce sont les monts Sanwei. Cela a bien sûr été un problème pour l'Académie de Dunhuang de se protéger du sable. Avant, nous avons développé plusieurs techniques pour arrêter le sable ou bien le réduire. Chaque année, le personnel de l'Académie devait déblayer lui-même 2000 mètres cubes de sable accumulés à la base de la falaise s'il ne voulait pas que les grottes les plus basses soient de nouveau ensevelies.
Après l'ouverture de la passe de Tiahuquan au XVIe siècle, le travail ici s'est terminé graduellement et les gardiens des sanctuaires sont partis. Laissés à l'abandon, les grottes se sont alors retrouvées envahies de sable et se sont détériorées. Aujourd'hui, c'est ouvert au public, mais avec le sable et la poussière, la visite n'est pas toujours agréable. C'est un gros problème, parce que lorsque la rivière est en crue, c'est déjà arrivé, ou lorsqu'il pleut, le sable qui s'est accumulé à l'entrée des grottes est très humide. Ça provoque des moisissures à l'intérieur et ça détruit les peintures murales. C'est la raison pour laquelle, au bas de la falaise, on trouve de nombreuses grottes qui présentent des signes de détérioration. C'est dû au sable mouillé qui bloquait leurs entrées. Alors, en 1989, ça a été un grand défi pour nous que de trouver des parades à ce phénomène. Lorsqu'on est arrivé ici, l'équipe du Getty Institute est arrivée en 1988. Ça a été l'un de nos premiers défis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le sable? Alors, on a utilisé ce matériel importé d'Australie. C'est un genre de tissu tricoté. C'était en fait un tissu qui a été conçu pour le secteur de l'horticulture, pour mettre à l'abri les cultures de fleurs et de légumes. Ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le vent souffle à travers ces mailles, sa vitesse est divisée par 2. Évidemment, ce qui se passe, c'est que le vent déplace le sable. Et comme on peut le voir, le sable s'accumule de l'autre côté. Bien sûr, à la longue, le niveau de sable augmente. Alors de temps en temps, disons chaque 10 ans, il faut l'enlever avec une machine. Mais c'est quand même mieux que de devoir balayer 2000 mètres cubes de sable par an avec juste un balai à la main. En l'espace d'1 an, on a immédiatement compris que ça réduisait de 60% la quantité de sable à la base. Alors, ces 60% de réduction ont d'emblée été vus comme un gros progrès. Ce n'est pas la solution, mais c'est une réduction conséquente. La seconde digue anti-sable est une ceinture végétale. On peut tout de suite constater la quantité de sable accumulée ici, sur cette crête où poussent les plantes. Là-bas, on aperçoit le niveau naturel. Alors vous voyez que même les plantes, ça fait 1 mètre de haut, non? 1,5 mètre, oui, c'est ça. La rivière Dangtuen charrie beaucoup de sel. Vous pouvez vous en rendre compte ici. À côté du système d'irrigation par goutte à goutte, vous voyez cette tache blanche? C'est pas vraiment le sel qu'on consomme. Une fraction, oui. Mais c'est en fait plus un mélange avec du chlorure de sodium, du sulfate de sodium, du sulfate de magnésium, des carbonates et du sel. C'est donc différents sels qui sont dissous dans cette eau. Bien sûr, il y a pas mal de plantes qui ne peuvent pas l'assimiler et qui meurent. Mais ces plantes-là se sont adaptées. D'où le fait qu'on ait choisi de faire pousser ici ces 5 types de plantes pour voir ce que ça donnerait. Pour contrer l'avancée du sable, l'Académie de Dunhuang a également recours à un autre procédé efficace que l'on appelle ici une grille d'herbe. Au bout du compte, tous les efforts déployés par les experts chinois et étrangers se sont révélés efficaces pour lutter contre le sable. Dans le monde, c'est l'un des endroits que je préfère. Lorsque je viens à Dunhuang, ce qui m'arrive 2 fois par an, je fais toujours ce genre de pèlerinage le long de la rivière jusqu'à cet endroit merveilleux parce que j'y trouve la paix et la tranquillité. La paix, le calme et la beauté. Et il y a ce paysage désertique, il y a cette rivière qui apporte de l'eau aux grottes, qui a donné son eau aux premiers moines qui ont creusé les premiers sanctuaires ici. C'est la rivière Dangtuen. C'est un petit cours d'eau avec des roseaux et puis les belles couleurs de l'automne. Et dans le fond, il y a un stupa de la dynastie des Tang, dressé là, solitaire. C'est vraiment un bel endroit, un magnifique endroit.
À mon avis, cet endroit est l'un des atouts, un atout naturel bien sûr, qui est associé au site des grottes de Mogao. Je pense même que c'est cette atmosphère particulière qui a incité les premiers moines à choisir l'endroit. Ici, ils avaient la possibilité de se retirer du monde pour entrer en contemplation et pour excaver leur sanctuaire et les décorer. La beauté et la spiritualité qui émanent des grottes de Mogao ont eu un profond impact sur Neville Agnew. Mais alors que les moines ont dédié une partie de leur vie à cette œuvre d'art, Neville Agnew dédie la sienne à les préserver. La grotte 85 est située à la base de la falaise, dans la partie sud des grottes de Mogao. Datant de la fin du IXe siècle et début Xe siècle après Jésus-Christ, les magnifiques peintures ornant les parois représentent les histoires que l'on trouve dans les écritures bouddhiques. Malheureusement, la grotte 85 a subi de gros dommages. En effet, les sels naturels contenus dans le sable qui a envahi les grottes suite aux inondations et à la pluie se sont dissous et par conséquent cristallisés. Ainsi, en venant se loger sous l'enduit d'argile, le sel l'a attaqué, ce qui a provoqué d'énormes dégâts sur la couche de peinture qui s'est écaillée. Pourtant ici, le terme conservation n'est pas synonyme de restauration et encore moins de reconstitution des peintures. Et ici, le plus important, c'est que personne ne vienne faire des retouches ou ajoute des pigments parce que ce que ça créerait alors, c'est quelque chose qui n'est pas authentique. L'authenticité, c'est quelque chose qui est très important dans notre domaine, qui se propose de conserver les véritables matériaux tels que retrouvés. La conservation vise donc à la stabilisation. Cela témoigne de l'histoire du lieu et ça, c'est une chose importante à transmettre. Les parois situées au premier niveau ont pratiquement été détruites. On peut même distinguer les cristaux de sel sur la pierre. Nous nous trouvons à la grotte 85, au premier niveau, et nous examinons les détériorations causées au fil des siècles. Si l'on part du bas, on peut voir que la peinture murale a totalement disparu. Nous avons là la roche naturelle, du conglomérat. Ici, nous avons l'enduit d'argile. Un peu plus haut, des restes de peinture. Tout a été perdu parce que la grotte a connu des inondations et que l'eau est montée jusque-là. Comme je l'ai dit avant, on peut voir les sels incrustés dans la roche et à quel point ils la fragilisent. Neville Agnew reste convaincu que le coulis est le meilleur moyen de refixer les morceaux d'enduit à la roche. Il a essayé toutes sortes de remèdes. J'appelle ça des remèdes, mais en fait, c'est des matériaux de fixation. D'après ses collègues, Neville Agnew en a testé plusieurs douzaines, pratiquement une centaine en fait, dans un laboratoire américain. Il s'agissait de matériaux polymères qui étaient testés et triés. En somme, c'était un processus de sélection. Le travail de collaboration entre l'Académie de Dunhuang et le Getty Conservation Institute en vue de préserver la grotte 85 débuta en 1998. Il s'agissait entre autres d'injecter derrière l'enduit des fresques un coulis spécial mis au point par Neville Agnew et de le faire sécher avec une presse absorbante. Si l'on compare l'état des peintures avant et après, l'expertise de Neville Agnew a donné des résultats probants. En tout et pour tout, Neville Agnew consacra 7 années de travail à la grotte 85. Grâce à l'expérience qu'il a acquise, il put élaborer toute une méthodologie scientifique pour la préservation des fresques. L'idée était de s'occuper d'une grotte aussi bien que possible et d'appliquer la même méthodologie ailleurs. L'Académie de Dunhuang l'a adoptée dans la grotte 98, plus grande que la 85 juste à côté, et qui date du Xe siècle. Cette grotte-là est très similaire, mais en plus grand. C'est là qu'on a compris que notre travail avait eu un gros impact.
Au cours de ses 3 décennies de travail dans les grottes, Neville Agnew a tissé des liens étroits avec 2 générations d'experts de l'Académie de Dunhuang. En tant que collègue et ami, Neville Agnew est apprécié et respecté par le personnel de l'Académie. Mais sa contribution ne s'est pas limitée à la préservation des grottes de Mogao, puisqu'il a formé en parallèle tout un groupe de scientifiques dans ce domaine. Neville Agnew est un grand professionnel, très exigeant et qui se donne des règles de travail très strictes. Il déteste les gens qui font du travail bâclé. Nous avons eu de la chance d'avoir un collègue tel que lui. C'est vrai que nous avons eu des désaccords, mais jamais sur le fond. En fait, c'est un vrai ami qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Et seuls les vrais amis font ça. Alors, quelquefois, il peut faire des remarques tout à fait franches. Il a un œil sur tout. Il ne s'occupe pas seulement des problèmes techniques, il supervise aussi la gestion. C'est un atout incroyable pour nous. Je pense que ceux qui sont dans les techniques et les sciences comme nous, il nous faudrait un esprit plus littéraire, une plus grande capacité à communiquer, une vision plus élargie des choses. À son contact, nous avons vraiment beaucoup appris. Je peux même affirmer que le développement de ma carrière à l'Académie de Dunhuang s'est effectué au même rythme que la collaboration qu'on a eue avec nos homologues américains. Depuis leur ouverture au public en 1979, les grottes de Mogao ont attiré des touristes du monde entier. Pour la première fois, en 2015, leur nombre a même passé la barre des 1 million. Néanmoins, malgré l'indéniable succès populaire, ceux en charge de la préservation du site sont bien conscients de la fragilité de ces grottes. À présent, la tâche de Neville Agnew est donc de trouver un équilibre entre préservation et tourisme. D'après nos estimations, le personnel peut tout à fait prendre en charge aux alentours de 6 000 visiteurs par jour. Il faut savoir que nous avons ici 492 grottes décorées. Alors on nous dit, avec 492 grottes, pourquoi est-ce que vous n'en ouvrez pas plus? La raison, c'est que certaines sont trop petites, certaines minuscules même. Certaines sont si endommagées qu'il n'y a plus à voir la moindre fresque. C'est ainsi que le nombre de grottes visitables se réduit à une centaine, soit presque 1/5 du nombre total. Un peu plus peut-être, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est un nombre réduit. Mais ce sont aussi les grottes qui ont le plus de valeur et qui présentent le plus d'intérêt pour les visiteurs. Ce sont les plus belles et les mieux préservées. C'est pourquoi il est important que nous ayons une bonne stratégie pour gérer l'afflux des touristes. Nous voici au centre de gestion du tourisme. Sur les écrans apparaissent des données en temps réel sur chacune des grottes. Là, vous avez le nombre de visiteurs aujourd'hui. Ici, c'est l'heure, et là, c'est le nombre total de visiteurs en temps réel pour cette grotte-là, à savoir la 231. Vous avez la température à l'intérieur de la grotte, ainsi que le taux d'humidité, qui est un facteur crucial. Le dioxyde de carbone, c'est important pour le confort et la sécurité des visiteurs. Là, c'est l'afflux des visiteurs et le numéro de la grotte. Alors, si la grotte s'affiche sur le système d'alerte, il y a peut-être quelque chose qui cloche et ça clignote. La veilleuse jaune qui clignote indique que la grotte 148 a un niveau trop élevé de dioxyde de carbone. En d'autres mots, il y a trop de touristes. Tout le monde veut aller voir cette grotte. C'est l'une des 4 incontournables. Alors, il est très difficile d'avoir un air stable à l'intérieur. Le travail des employés consiste à contrôler le nombre de visiteurs, ce qui permet de garantir leur sécurité tout en protégeant les fresques de la grotte.
Je trouve que Neville Agnew est un scientifique épatant. D'abord, c'est un humaniste. Un scientifique qui n'aurait pas cette qualité partirait une fois le travail fini. Depuis plus de 20 ans, c'est son humanisme qui l'a fait rester avec nous. Durant presque 3 décennies, Neville Agnew a consacré un mois tous les ans aux grottes de Mogao. Pour lui, Dung Huang, c'est une seconde maison. Aujourd'hui, comme le temps est agréable, les 3 amis ont décidé de faire une balade. Et où est-ce que vous logiez? C'est une salle d'expo maintenant. La pièce était séparée en 2. Il y avait une dame qui vivait là avec ses 2 enfants et moi, je logeais ici. Et regardez comme on était jeunes. C'est vraiment Neville? C'est la Huang, Huangkezhong. Et là, c'est vous, Monsieur Lin et Steven. Ah oui, on était jeunes à cette époque. Voilà Martha, moi-même, et Jonathan en train de prendre des photos. Wang Xudong avait encore des cheveux. Aujourd'hui, il a plus un poil sur le caillou. Et là, c'est vous. C'est à peu près à la même époque, quand on a installé... Oui, la barrière anti-sable. Ça doit être en 89 ou 90. Là, je faisais le guignol. Et c'était où? En Australie? Non, c'était aux États-Unis. Ah, Washington. Quel comique je fais. Principe pour la préservation du patrimoine chinois fut le fruit le plus précieux de cette collaboration. Neville Agnew y consacra d'ailleurs toutes ses forces. Et puis on a commencé à travailler sur le projet. Ça s'appelle Principe pour la préservation du patrimoine chinois. Après de nombreuses années de travail, cet ouvrage a été publié en 2004. À présent, on le remet à jour en y ajoutant beaucoup de choses. Celui-ci, c'est la première édition, dans laquelle il est expliqué qu'en Chine, la gestion du patrimoine a des faiblesses. Depuis 1982, il y avait une loi concernant la préservation du patrimoine. Il y avait bien des règles de mise en pratique, mais ce n'étaient pas des obligations normatives, c'était juste des principes. Mais ici, vous avez des règles très précises qui vous donnent aussi les moyens d'apprécier vos résultats par rapport à un standard. Cela peut aussi vous servir de manuel de gestion. Et je trouve que c'est vraiment du beau travail. Aujourd'hui, Neville Agnew a prié Fan Xinshi et Huangkezhong de se joindre à lui pour discuter de la seconde édition de l'ouvrage. Je pense qu'on ne peut pas changer les grands principes. Il y a encore des sites historiques tellement endommagés. Il s'agit juste d'ajouter de nouveaux contenus, surtout pour ce qui est des principes de préservation. En couverture, c'est la Grande Muraille. Mais cette photo n'est pas terrible. Il en faut une autre. Mais ça doit être la Grande Muraille. Neville Agnew conserve dans son bureau une collection de chapeaux. Il faut que je le mette? Mais c'est pas mal du tout. Va te voir dans la glace, c'est pas mal. Faites-moi passer celui qui est en paille à gauche. Celui-là est mieux. C'est ce que Madame Fan avait l'habitude de porter quand elle était jeune et qu'elle travaillait dans les champs. Depuis plusieurs décennies, Fan Xinshi, Neville Agnew et Huangkezhong ont dédié tous leurs efforts à la préservation des grottes de Mogao. Les 3 amis qui ont aujourd'hui pris leur retraite consacrent désormais la plupart de leur temps à la formation de nouveaux spécialistes qui veilleront à leur tour à ce que les fresques murales puissent encore être appréciées par les générations futures. La collaboration met donc à présent l'accent sur la formation. Ainsi, les différents ateliers mis en place visent à former encore plus de scientifiques dans le domaine de la préservation des fresques murales.
En fait, je me sens fier. Fier de ce que nous avons fait ensemble. Je pense qu'on a obtenu des résultats incroyables. Tout aurait pu être mieux, plus rapide ou bien accompli d'une manière plus efficace. Mais l'un dans l'autre, je pense que ça a donné des résultats spectaculaires, ici à Donghua en Chine. Je pense d'ailleurs que cette collaboration devrait servir d'exemple pour d'autres collaborations entre différents pays et différents peuples. À côté de son travail de conservation, Neville Agnew s'est toujours efforcé de faire connaître les grottes de Mogao. Le Getty Center prépare d'ailleurs une exposition spéciale qui se propose de reconstituer les grottes et leurs fresques. Vous pouvez voir dans cette grotte, la numéro 285, des influences bouddhiques originaires de l'Inde. Dans la fresque, on peut également voir des éléments de mythologie Han antérieure au bouddhisme. Lorsqu'on observe les visages, on peut distinguer des moustaches, une influence de l'Inde. Ces reproductions montrent l'état véritable de ces grottes. On peut voir le degré de détérioration ainsi que les grottes telles qu'elles sont aujourd'hui et pas telles qu'elles étaient à l'époque. Ce sont donc des reproductions en tout point fidèles à la réalité. C'est très important si l'on veut qu'aux États-Unis, un large public puisse apprécier la beauté de cet art-là. Peu de gens ont la possibilité de visiter Donghua. C'est un lieu éloigné encore aujourd'hui et c'est cher pour y aller. Alors, nous pensons que c'est une manière très originale d'apporter cet art au public américain. À mon avis, peu de visiteurs des grottes de Mogao comprennent qu'il existe un autre élément donnant aux grottes la valeur qu'elles ont. Ils voient la beauté qui se dégage de cet art, ils voient les fresques murales, ils voient les sculptures et ils trouvent ça splendide. Et c'est la valeur première en effet. Mais il y a un autre trésor caché. Pour le trouver, il faut juste remonter la rivière sans se presser et contempler le paysage. Vous découvrirez alors une toute autre dimension à la vie, une forme de spiritualité. Vous devriez jeter un coup d'œil à ces rochers, ils sont aussi très intéressants. Ils ont été apportés ici par la rivière. Au milieu de cette beauté naturelle et mystique, Neville Agnew a tout loisir de méditer. Mais il peut tout autant y trouver de quoi se faire beau. C'est pour faire cow-boy? Oh, vous pouvez le couper au montage. Paix, calme et beauté, trois choses que Neville Agnew voudrait préserver à tout prix.